Donc on va vous présenter effectivement aujourd'hui Archistoire et ce parcours numérique. Mais tout d'abord, je me présente, donc Émilie Dedenon. Je travaille pour le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de Meurthe-et-Moselle. C'est une association loi 1901 qui porte des missions de service public et qui accompagne les collectivités locales et les particuliers. Il faut savoir qu'il y a des CAUE dans tous les départements de France, quasiment. On est 93 réunis dans un réseau national. Et une de nos missions aussi importantes, c'est d'apporter la connaissance et de sensibiliser à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, tout public. Donc, Ameline Coulombier, je co-dirige l'agence 9B+, qui a développé donc l'application Archistoire sur le plan technique. Donc, Archistoire, c'est un projet qui se veut innovant à deux niveaux, à la fois sur le fond et sur la forme. Sur la forme, parce qu'on est sur une application qui se veut immersive et interactive, et sur le fond parce que le parti pris qu'on a nous au CAUE dans le développement de nos contenus de médiation, c'est vraiment là ça a été en tout cas d'être sur nos métiers architecture, environnement et urbanisme pour développer un contenu qui dépasse un petit peu le devoir de mémoire qu'on a l'habitude de voir habituellement sur cette thématique Première Guerre mondiale qu'on a abordée. Voilà, donc ce qui est important, oui, c'est nos soutiens financiers. On a réussi à aller sur ce projet aussi grâce au soutien du ministère des Armées sur un appel à projet services numériques innovants dédié au tourisme de mémoire. Ça nous a vraiment permis, c'était notre première story sur cette application, et ça nous a permis vraiment de développer du contenu et pour l'application de passer à une échelle aussi nationale, parce qu'auparavant, c'est nos collègues des CAUE de Haute-Garonne et du Var qui avaient développé l'application. Donc, Archistoire, en deux mots, c'est une application gratuite à télécharger sur les stores qui réunit aujourd'hui plus de 60 parcours publiés par des CAUE ou avec des partenaires locaux. Elle est portée au niveau national par la Fédération nationale des CAUE et donc aujourd'hui réunit 17 départements. Donc, sur le projet en lui-même, son objectif? Oui, l'objectif du projet, je l'ai un petit peu, j'ai un petit peu dit tout à l'heure, c'était vraiment de dépasser l'objet, enfin de le voir de mémoire, hein, qui est assez présent chez nous en Meurthe-et-Moselle, mais d'insuffler aussi tout un tas de savoirs sur cette période-là qui nous semblait assez intéressant. Donc on a commencé bien entendu par faire l'état des lieux de l'existant, qui faisait quoi sur notre département, avec un premier constat, c'est qu'on avait pas mal de petits sites, alors franchement des fois des initiatives privées, hein, associatives, des petits musées locaux ou des bénévoles du souvenir français qui animaient comme ils pouvaient des lieux. Et puis un deuxième constat, c'est qu'on avait par contre vraiment une grosse production scientifique. On a la chance à Nancy d'avoir une école nationale d'architecture et un laboratoire d'histoire d'architecture contemporaine qui avait produit de nombreux articles scientifiques sur la période première reconstruction. Et également la mission centenaire en 14 et 18 qui ont permis vraiment de mettre en lumière ces sites, de développer des contenus, des manifestations d'ordre plutôt culturel, mémoriel, mais peu de choses finalement qui se sont ancrées sur le territoire. Donc aujourd'hui, vous venez chez nous, il y a peu de sites de sentiers balisés, de choses comme ça. Par contre, il y a eu des expos, mais qui tournent plus. Voilà, il y a eu des contenus, mais qui ne sont plus vivants aujourd'hui. Et puis, ben, vous connaissez tous Verdun, si vous n'y avez pas mis les pieds, au moins de nom. Hein, c'est un site d'intérêt national, alors qui est en Meuse, la Meuse voisine, hein, pas en Meurthe-et-Moselle, et qui capte l'essentiel des publics. Il faut savoir que tous nos scolaires en Meurthe-et-Moselle, un jour ou l'autre sur leur parcours de collège, vont à Verdun. C'est le voyage organisé, imposé, je dirais. Mais les petits Nancéens, par exemple, ne savent pas que Nancy a été bombardée pendant 4 ans. Mais ils vont à Verdun voir les lieux de combat. Donc l'opportunité, c'était vraiment de proposer ce récit à l'échelle du territoire et puis de faire naviguer les visiteurs sur ces lieux méconnus, peu valorisés in situ, que ce soit des nécropoles d'hommage, mais aussi
des tranchées, des villages détruits, reconstruits ou pas, voilà. L'enjeu, donc, c'est vraiment, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis parce que c'est vraiment, vraiment l'intérêt de cette application est là sur le contenu qu'on a créé. C'est d'être vraiment dans un contenu qui se veut dépasser le simple devoir de mémoire. Il faut savoir que la période première reconstruction, ça a été des enjeux énormes au niveau national pour savoir comment on allait reconstruire rapidement pour reloger les sinistrés. Enfin, il y a eu toute une littérature, une expertise urbaine. Il faut savoir que les villages dans les campagnes en Lorraine, c'était insalubre. Enfin, il y avait plein de choses à régler, hormis reloger les sinistrés. Donc, du coup, il y a énormément de choses très passionnantes à dire, qui résonnent aujourd'hui aussi avec les conflits qui sont à nos portes. On sait qu'en Ukraine, on pense déjà à la reconstruction. Donc, c'était pareil, en fait, en 1915, on pensait déjà à la reconstruction des régions sinistrées. Donc, comment tout ça s'est mis en place, on l'aborde dans l'application. Voilà, donc là, vous avez une photo de tranchée. Le message pédagogique fort, encore une fois, c'est comment on s'adapte, comment on se réinvente après de telles destructions. Et donc la première question qui s'est posée, c'est quel parcours créer? Traditionnellement dans Archistoire, on est vraiment sur des parcours à réaliser à pied ou à vélo, géographiquement, géolocalisés. Mais là, le souhait, c'était d'avoir cette approche beaucoup plus transversale à l'échelle du département. On a vu le côté assez fragmentaire de l'offre, et donc comment recréer ce récit, ce fil rouge entre les sites. Et donc le parti pris qu'on a adopté ensemble, c'était de représenter le territoire de manière subjective avec cette carte verticale, donc qui est à l'échelle du département, mais qui représente la ligne de front, et que l'utilisateur, le visiteur, va naviguer verticalement pour découvrir les différents sites qui ont été sélectionnés. Donc avec une vocation vraiment d'être un support d'introduction à ce thème de la Première Guerre mondiale dans le département. Et l'avantage aussi qu'on y a vu, c'est que de ne pas faire un parcours à réaliser vraiment à pied, c'est qu'on pouvait aussi permettre de découvrir des sites qui aujourd'hui sont totalement inaccessibles parce que non sécurisés, hors des sentiers battus. Là, vous avez matérialisé les différentes entrées sur la carte, donc les sites en fait qui ont été retenus, portés par des acteurs avec lesquels on a travaillé. Alors juste pour exemple, vous avez le col de la Chaplotte, c'est vraiment l'exemple type de la guerre en montagne, en milieu montagnard, à la limite des Vosges, du département de Meurthe-et-Moselle et des Vosges, la guerre de mine. Et puis vous avez à côté Fliret, c'est vraiment le village première reconstruction typique. C'est un des rares villages qui a été entièrement reconstruit par le même architecte. Donc on a vraiment une homogénéité du projet et ça illustre tout à fait tous les principes de reconstruction de l'époque. Donc c'est un peu notre Disneyland entre guillemets à nous, voilà, le petit village de Fliret. Et donc chacun de ces sites va permettre ensuite d'accéder à différents types de contenus qu'on va vous détailler un peu, mais le contenu phare, c'est cette photo 360, cette image 360, donc qui va permettre de s'immerger dans un lieu, et le visiteur va scanner comme ça autour de lui, et l'application va guider son regard sur les contenus à valoriser. Donc là, vous avez un exemple, la vue du passé. Du présent à la gauche de l'image, avec des petits articles très très courts qui sont plus de l'ordre de l'interpellation. Le visiteur scanne son environnement et on l'interpelle. Regardez au sol, il y a d'anciens vestiges de rails. Pourquoi on a autant de jeunes arbres à cet endroit? Enfin voilà, des questionnements de ce type-là. Et ensuite, on entre dans la vue du passé et on peut se voir matérialiser en cliquant sur ce bouton les éléments d'époque qui revivent sous nos yeux. Donc là, vous avez toujours, on est au col de la Chaplotte, en milieu de montagne, avec aussi des capsules sonores qui permettent. Alors en haut, pour la petite anecdote, c'est les colonies de chauves-souris qui ont investi les galeries et qui sont protégées aujourd'hui. Et en bas, dans la vue du passé, ce travail de creusement de mines qui a occupé les soldats pendant 4 ans. Donc voilà, ces panoramas, on va les faire parler de différentes manières, avec des images, ces fenêtres temporelles à partir d'images d'archives, des contenus audio pour faire revivre l'histoire des lieux, des effets de surbrillance pour attirer le regard sur des détails et donner les clés de lecture, et puis des éléments plus de l'ordre de la reconstitution. On va évoquer des éléments disparus ou faire surgir des personnages qui ont occupé et marqué l'histoire des lieux.
Là, vous avez aussi les carnets interactifs, qui est un autre mode de médiation culturelle, plus classique. Hein. Donc, vous avez des fonds de plan qui font parler un petit peu la reconstruction d'un village, par exemple. Des textes de médiation, on en a parlé, qui sont toujours assez courts, hein, pour être facilement abordables, avec une idée précise par article, des témoignages aussi de combattants. Alors l'impact, pour finir, de ce projet-là, on a eu énormément de retombées presse au niveau local. Ça a suscité un très très gros intérêt. Alors avant même qu'on se mette en route, j'ai envie de dire, pendant le travail d'élaboration avec les partenaires qu'on a mobilisés sur le terrain, et ensuite à la sortie de l'application qui est toute récente, hein, elle a été mise en ligne le 17 septembre dernier. Donc un très très gros intérêt de la part de nos partenaires des médias locaux. Et puis on a eu la chance, donc le département de Meurthe-et-Moselle était un de nos gros partenaires également, hein. Ils ont republié leur carte touristique à 40 000 exemplaires pendant qu'on finissait notre story. Donc on a la chance d'avoir un petit encart sur leur carte touristique. Et puis pour finir, tout un travail de valorisation et d'appropriation de cet outil qu'on va mener, là, qu'on est en train d'organiser avec les acteurs à la fois du tourisme. Ça peut vraiment asseoir une mise en tourisme, on l'imagine. Et puis en même temps aussi, comme notre partenaire particulier, c'est le département, ils ont aussi une mission auprès des collèges. Et donc comment on fait s'approprier ce nouvel outil dans les contenus scolaires pour qu'enfin les petits nancéens, qui certes ils iront toujours à Verdun, mais ils pourront savoir aussi ce qui s'est passé à quelques kilomètres de chez eux. Voilà, on en a fini. Merci. Eh bien, écoutez, un grand merci pour cette belle présentation. Je ne sais pas s'il y a des questions de l'auditoire. Juste pour savoir le planning, en fait, quand est-ce que vous avez commencé et du coup fini récemment à peu près, et puis le nombre de personnes impliquées dans ce travail? Alors énormément de personnes. Au niveau du planning, on est sur une année quasiment. Parce qu'il y avait énormément de on voulait pas faire ça tout seul en fait. On avait les contenus scientifiques, on aurait pu tout seul faire de la médiation culturelle, retraduire, recracher ça, j'ai envie de dire, pour un grand public. C'est aussi un peu notre travail quotidien sur certains sujets, mais là on voulait vraiment que ça serve aussi de fil rouge et de fil conducteur et de lien entre tous ces sites un peu disparates. Donc on a été mobilisé tout le monde, y compris des territoires, des élus, de Comcom, de communes. Enfin ça a suscité énormément d'engouement et de mobilisation. Donc il n'y a pas loin de 60 personnes à peu près qui ont été de près ou de loin concernées, qui nous ont accompagnés des fois en forêt pour repérer les lieux, voilà. Et oui, une bonne année de travail et d'échange avec 9B+, pour construire l'objet. Parce que au départ, on savait pas du tout. On avait le thème, voilà, mais on savait pas du tout ce que ça allait donner. Mais c'est l'expertise de 9B+, qui a permis vraiment de faire cette scénarisation, ce récit, de nous aider à faire des choix aussi d'ordre graphique, de représentation. La carte interactive, par exemple, c'est vraiment 9B+, qui a apporté son expertise là-dessus. Merci. D'autres questions? Je rebondis sur celle-ci. C'est quand on voit 60 personnes mobilisées, effectivement, c'est un certain nombre. C'est vraiment un projet participatif, un projet de territoire. Comment cette participation, cette mobilisation a été menée? Sous forme d'ateliers, sous forme de recueil de données, sous forme de recueil de témoignages, d'entretien? Comment vous avez travaillé avec ces 60 personnes? Eh ben, on dirait que vous y étiez, c'est un peu tout ça. On a repéré les sites dans un premier temps, on a pris des rendez-vous, on a confirmé ou pas qu'il y avait matière à développer du contenu à cet endroit-là. Et puis, en fait, à chaque fois, on s'est confronté à des personnes passionnées. Donc, on tire un fil, qui amène à un deuxième, etc. Attendez, je vais vous présenter monsieur un machin qui a un fond de carte postale de vue ancienne chez lui. Et puis monsieur le maire aussi, il a des archives à la mairie. Et puis, enfin voilà, ça a été comme ça, à chaque fois, on tirait un fil. Par porte d'entrée, j'ai envie de dire, sur chaque territoire. Ensuite, une fois qu'on était sûr de travailler avec ce territoire-là, ces acteurs, on a été creuser toute l'iconographie, la documentation, on a confronté avec nos éléments plus scientifiques et on a déniché des choses du coup qui n'avaient jamais été publiées parce que vraiment des petits trésors de grenier, de choses comme ça. Et puis, par contre, on a eu 2 temps
3, où on a réuni tout le monde et où on a pu vraiment faire lien, échanger sur l'élaboration du contenu. Donc voilà, c'était un petit peu tout ça, du face-à-face, du groupe et puis du collectif aussi. Et aujourd'hui, ces 60 personnes, est-ce que ce sont des relais pour communiquer sur l'application? Est-ce qu'elles s'impliquent et de quelle manière? Alors effectivement, du coup, elles sont toutes un peu ambassadrices. Là, je dirais que c'est encore un petit peu frais parce que l'application est sortie. Alors heureusement ou pas, mais enfin à la veille, vraiment l'avant-veille des Journées du patrimoine, on n'a pas forcément eu le temps de leur faire une formation prise en main parce que on peut naviguer très intuitivement. Il n'y a pas besoin de formation en tant que telle, mais faire vivre un site en forêt. Et comment j'utilise l'appli dans mon parcours quand j'ai mes visiteurs, ça demande quand même un petit peu de faire des choix, de savoir à quel moment on fait rentrer les visiteurs dans le contenu, etc. Et ça, on va les accompagner, on va les aider. Donc c'est toute notre mission là sur le premier semestre 2023, de les aider à prendre vraiment en main l'outil pour qu'ils le valorisent. Et puis surtout, ce qui est intéressant, donc comme le disait Ameline, on n'est pas sur un parcours de visite, hein, on est sur une échelle de 40 km entre le point le plus bas et le point le plus haut du département. Mais quand on est à Flirey, on pourra aller se téléporter au col de la Chaplotte et voir la gare de montagne à la limite des Vosges, alors qu'on est dans un petit village du côté de Pont-à-Mousson, à 40 km de là. Donc voilà, il faut qu'on fasse ce travail-là, de les aider à prendre en main. On va aussi aller voir des guides touristiques, très certainement, sur les territoires les plus concernés, pour leur donner peut-être une mission au départ, puis qu'après ils fassent vivre aussi les contenus de manière autonome. Moi, si je peux me permettre de compléter, ce qui m'a marqué sur ce projet, c'était l'attente des acteurs locaux, puisqu'habituellement, quand on publie des parcours, c'est après la publication qu'on a des retombées presse. Là, on a eu le premier article de presse, alors qu'on avait seulement remis une candidature dans le cadre de l'appel à projet du ministère des Armées. On n'avait même pas été encore, on n'était pas officiellement lauréat, que les acteurs en parlaient déjà. Donc, il y avait vraiment cette attente très forte qui facilite aussi donc l'appropriation. Donc, vous étiez attendu et en termes d'imbrication par rapport aux autres activités que vous portez au sein des CAUE, comment vous envisagez finalement d'utiliser Archistoire comme un outil qui peut éventuellement s'intégrer pour faire des interventions en milieu scolaire ou pour accompagner les touristes dans la découverte de ce patrimoine et de ce territoire qui est celui de la Meurthe-et-Moselle? On va faire une réponse à deux voix parce que nous, en Meurthe-et-Moselle, c'était la première fois qu'on investissait l'application, mais Ameline, du coup, elle travaille avec 17 de nos collègues un peu partout en France. Nous, c'était un premier pied à l'étrier. Alors, c'était un gros projet. Enfin, il y a des tailles de story. Il y a S, M, L, XL. Nous, on était XXL. Hein, donc, on a été directement au plus dur, dans le plus compliqué. Donc, on est prêt maintenant à développer des contenus plus légers, de balades, ça peut être de lecture paysagère, de balades urbaines à l'échelle d'un quartier, d'une ville, de villages hein, qui veulent valoriser leur territoire, leur patrimoine. Donc, là aussi, le temps qu'on utilise, là qu'on exploite, c'est de présenter l'application. On a 400 élus, 400 communes adhérentes au CAUE de Meurthe-et-Moselle. Donc on leur a présenté à notre assemblée générale l'outil qui était à leur disposition pour valoriser leur territoire, créer des parcours de visite. Et puis, on a aussi en tête, peut-être, on fait beaucoup de participation citoyenne en Meurthe-et-Moselle, d'ateliers de réflexion, de prospective pour accompagner les territoires à la transition écologique. Et on se dit que, certes, Archistoire, ça peut montrer ce qui n'existe plus, mais ça peut peut-être montrer ce qui va advenir aussi. Et donc, du coup, d'imaginer une commune en 2054, de savoir ce que seront ces paysages, les paysages de l'énergie, les activités, l'habitat, la transformation de l'habitat, ça peut aussi être un support pour nous intéressant qu'on va essayer d'investir. Et puis sur les autres CAUE, sur ce qu'ils font, Ameline, tu peux sûrement compléter. Oui, après chacun s'en empare comme en fonction de ses activités, mais ça peut être souvent c'est utilisé aussi comme produit pour augmenter les visites guidées, puisque beaucoup de CAUE organisent des visites guidées commentées et vont pouvoir se servir de cette application pour montrer des choses forcément qu'on ne peut pas voir normalement, et puis effectivement en milieu scolaire pour apporter une couche plus interactive à ces activités. Donc un véritable outil de participation citoyenne et de valorisation territoriale. Donc je vous en prie. Le budget.
la question qui tue, habituelle. Oui, c'est ça. On était sur un budget de 20 000 euros sur la création du parcours. Budget de 20 000 euros, donc qui a été notamment en partie financé par l'appel à projet À CLCIMAC Innovant. 50%, oui. Il s'avère que dans les membres du jury des duos de l'innovation, il y avait notamment aussi le ministère des Armées, et donc 9B+, faisait partie d'un des coups de cœur en fait, du ministère des Armées et d'un autre membre du jury en fait, qui trouvait cette application tout à fait intéressante. Sur les modalités d'accès, est-ce qu'on peut préciser en fait où est-ce qu'on peut trouver Archistoire? Oui, alors c'est sur les stores, hein, Apple Store, Google Play. Il y a juste à taper Archistoire et c'est entièrement gratuit à télécharger. Et ça fonctionne, voilà. Même en dehors de couverture réseau, tous les contenus sont embarqués, donc on peut faire des balades un peu dans tous les coins de France. Est-ce que vous avez quelques retours d'usage de la part des utilisateurs? Pour le Sur moment. l'ergonomie ou sur le nombre Sur d'utilisateurs? l'ergonomie, sur les contenus. Ouais. Et après, si vous avez des chiffres, pourquoi pas, mais plutôt du qualitatif. Oui, bah, en termes de prise en main, d'ergonomie, les retours qu'on a, c'est que c'est vraiment simple d'utilisation, c'est assez intuitif, il n'y a pas besoin de tutoriel pour comprendre comment ça fonctionne. J'ai envie de dire, en fait, on a assez peu de retours et c'est plutôt bon signe, en fait. Et les quelques retours qu'on a sont souvent, sont très, très positifs. Donc, Eh bien, écoutez, en tout cas, merci. Où est-ce qu'on peut vous retrouver à Museum Connexion? Donc, quel est le numéro de stand? le stand L05. Voilà. Donc, L05, donc par là-bas. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Merci beaucoup. pour votre présentation.